Ils sont influenceurs, sportifs, gamers, pompiers, humoristes. Leur point commun, des rêves plein la tête et surtout une volonté de briser les idées reçues sur le handicap. Sur les réseaux sociaux, ils cumulent des milliers de likes et de commentaires. La recette de leur succès, nous leur avons posé la question. Bienvenue sur le podcast Influence-moi, signé handicap.fr et présenté par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret. Janvier 2012. Romain Guérino s'apprête à dévaler une piste enneigée en Haute-Savoie. Arrivé au sommet, il échange quelques mots avec un skieur paraplégique qui s'élance sur son ski-fauteuil. Il ne se doute pas que quelques minutes plus tard, sa vie va changer. Lancé à vive allure, Romain percute de plein fouet un autre skieur, sa tête fracasse le sol. À l'hôpital, le verdict tombe, vertèbres C6 et C7 fracturées. Le jeune pompier, alors âgé de 26 ans, se réveille tétraplégique. À peine entré en rééducation, à la colère et la tristesse, il choisit la détermination et l'acceptation. S'il doit tout réapprendre au quotidien, quitte à parler de renaissance, Romain s'accroche grâce au handisport, discipline qu'il partage pour le fun sur sa page Instagram, jusqu'à devenir quelques années plus tard l'un des influenceurs en fauteuil les plus suivis. 174 000 abonnés sur Instagram, 1,4 million sur TikTok, Romain Guérino, désormais plus connu sous le nom de Roro le Costaud, partage son quotidien de pompier à roulettes, de handipapa et d'écrivain aussi, puisqu'il a récemment publié son premier livre, et pourtant ça roule. Bonjour Roro. Et bonjour, Que de chemin parcouru en 10 ans, qu'est-ce que tu en retiens ? c'est clair, je retiens que le positif, que des belles expériences, que des belles rencontres. Et je crois qu'en fait, j'ai juste envie de dire qu'avec ce que j'ai vécu en 10 ans, si c'était à refaire, peut-être que je recommencerais tout. Alors, dès les premières semaines de rééducation, les réseaux sociaux t'ont visiblement beaucoup aidé. Au tout début de ma rééducation, j'étais pas encore trop sur les réseaux sociaux parce qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi développé que maintenant. En revanche, c'est vrai que j'utilisais beaucoup Facebook à l'époque, qui m'a servi à alimenter une page qui avait été créée pour moi avec l'association des sapeurs-pompiers à l'époque, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu moralement et puis financièrement aussi quand je suis tombé dans le monde du handicap. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu en fait continuer à avoir un contact avec l'extérieur, avec les gens qui pouvaient pas spécialement se déplacer tous les jours ou qui étaient loin. C'était une belle manière, en fait, de pouvoir montrer un peu à tout le monde tout ce qui se passait depuis que j'avais eu mon accident. Au tout départ, vraiment, l'idée, c'était effectivement, voilà, pouvoir donner des nouvelles à ma famille, pouvoir donner des nouvelles aux gens qui s'étaient inquiétés pour moi quand j'avais eu mon accident et qui me soutenaient, en fait, quotidiennement. Et effectivement, c'est devenu mon compte, enfin, c'était vraiment arrivé beaucoup plus tard. C'est vraiment très récent, même. Et est-ce que avant cet accident, justement, toi, tu avais l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux ou pas du tout ? Alors, avant l'accident, j'utilisais Facebook principalement. Voilà, tu vois, Instagram, tout ça, c'était pas encore développé. J'étais pas de la génération YouTube non plus, donc j'y allais très peu. Voilà, tout le reste, j'avoue, je connaissais pas trop. Comment tu as construit ton identité sur les Ouais. réseaux sociaux ? Au début, quand j'ai créé mon compte Instagram notamment, c'était pour parler du handisport, parce que j'avais ce projet de faire du sport de haut niveau, de pourquoi pas participer aux Jeux paralympiques. Et comme on le sait tous, le handicap coûte très cher, et c'est encore plus vrai dans le domaine du sport, puisque ça reste du loisir, et qui dit loisir dit qu'il n'y a aucune prise en charge. Quand j'ai voulu faire du handisport, il a fallu que je me paye mon fauteuil. Et mon fauteuil coûtait très très cher, donc j'ai eu l'idée de parler un peu de mes entraînements, de montrer mes compétitions pour attirer peut-être, pourquoi pas, des sponsors. Et ça a très bien marché. J'ai eu la chance d'être un petit peu médiatisé en plus dans ma région au tout départ et puis après même au niveau national. Et le fait de cette médiatisation, ça m'a ramené un petit peu d'abonnés qui, tout doucement mais sûrement, faisait que ma communauté grossissait petit à petit. Et c'est vrai qu'au départ, même si je me cantonnais aux entraînements et aux compétitions, bah, petit à petit, les gens ont été curieux. Les gens ont voulu savoir, mais Romain, mais qu'est-ce que tu fais en dehors des séances de sport? Comment tu conduis? Tu travailles? Mais si tu n'arrives pas à te servir de tes mains, comment tu fais pour manger? On voit que tu as une fille, comment tu fais pour t'en occuper? Et à ce moment-là, je me suis rappelé que, voilà, il y a quelques années auparavant, je m'étais toujours dit que j'avais envie de faire des vidéos pour montrer aux gens comment se débrouiller quand on est handicapé, comment j'utilise ma voiture. Et à ce moment-là, bah, ça a explosé en moi. Je me suis dit, bah oui, mais voilà,
tu la tiens ton occasion, c'est le moment de le faire. Les gens ont envie de savoir. Et je commençais déjà à l'époque à recevoir des messages de personnes qui se retrouvaient du jour au lendemain handicapées comme moi ou qui avaient d'autres pathologies et qui me remerciaient pour ce que je faisais. Alors à ce moment-là, je me suis dit, ces gens-là, ils veulent en voir plus. Ces gens-là, ils ont besoin d'entendre des messages. Et voilà comment Roro Costo est né, en fait, tout simplement. Et pourquoi Roro le Costaud, justement? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? C'est deux pieds de nez, c'est que Roro, déjà, c'est un surnom que j'ai toujours détesté quand j'étais gamin, qu'on me donnait Je peux souvent avec comprendre. Romain. Ouais, voilà. Et, euh, et finalement, costaud, parce que justement, quand on me voit comme ça, je suis loin d'être costaud, parce que il y a beaucoup de muscles qui fonctionnent plus chez moi, que je peux pas remuscler. Parce que dès l'instant qu'un muscle est endormi, on peut rien en faire. Et j'ai voulu montrer aux gens que dans la vie, c'est ça, il y a des mots qui ont un sens pour la plupart des gens. Les gens pensent que costaud, c'est forcément avoir des gros muscles. Et j'ai voulu montrer que non, être costaud, ça peut aussi être costaud dans sa tête, costaud dans ses choix de vie, et montrer aux gens que il faut pas s'arrêter justement à un mot et que faut aller voir au-delà et que il peut se passer plein de choses. C'est juste à nous de décider de ce qu'on en fait de ce mot. Ça, c'est tout toi, hein. Vraiment l'autodérision, l'ironie et le fait Ouais. d'inspirer les autres, c'est vraiment ta marque de fabrique. Oui, oui, voilà. Je me dis que rire de soi-même, au moins déjà, on n'affecte pas les autres. Parce que ça m'arrive aussi de rire de d'autres handicaps, ça m'arrive de rire de plein de choses. Moi, j'ai aucun problème avec l'humour, même l'humour très noir. Après, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est un humour qui peut déranger. Je fais pas ça pour blesser les gens. Je fais vraiment ça pour que les gens se rendent compte que le handicap, c'est comme tout le reste. On peut en rire. Ne pas en rire, c'est le stigmatiser. Et c'est pas ce que j'ai envie aujourd'hui. J'ai envie que le handicap ce soit banal, voilà, banalisé dans le quotidien et dans la vie qu'on mène en 2022. Est-ce que tu as l'impression que justement l'humour, ça peut être un biais pour démocratiser le sujet du handicap? J'en suis persuadé, il y a des grands humoristes qui l'ont déjà fait par le passé, Jérémy Ferrari, Artus, ou d'autres comme Guillaume Batz, il y en a d'autres qui montent, Quentin aussi, qui est un peu dans le même type. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Déjà d'une, ça permet un petit peu d'apporter un peu de légèreté à un sujet qui est assez lourd à aborder, qui est compliqué, parce qu'encore dans beaucoup d'esprits des gens, handicap égale pitié, tristesse. Et je pense que c'est à nous déjà de montrer que c'est pas le cas. Et grâce à l'humour, en plus, on peut emmener beaucoup de sujets, de montrer nos difficultés, mais on peut le faire avec humour. Et justement, avec humour, on peut parler d'accessibilité, on peut parler du manque de prise en charge du handicap, on peut parler du non-respect des droits des handicapés. Et dans tes publications, tu disais, tu abordes toutes sortes de sujets sans tabou. Est-ce qu'il y a encore Mm. des choses que tu as du mal à évoquer aujourd'hui? Aujourd'hui, plus du tout. Maintenant, je parle de tout, mais je garde quand même un jardin secret, entre guillemets, qui est pas vraiment secret parce que les personnes qui ont les mêmes pathologies ou qui connaissent le handicap savent de quoi on parle. Mais j'essaye d'être ouvert et de pouvoir parler de tout aux gens pour pas qu'il y ait de tabou, tout en gardant malgré tout quand même une partie privée, puisqu'il y a des choses que j'aborde, mais très légèrement. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, ne serait-ce que Lesquels, par pour exemple? je te parle, par exemple, tu sais, il y a souvent des gens qui nous disent, mais comment tu vas aux toilettes? J'en ai déjà parlé, j'en ai parlé dans mon livre, mais j'ai pas envie de m'étaler sur la place publique en vidéo à expliquer comment je vais aux toilettes. Enfin, voilà. Quand on me pose cette question, je me dis, quel est l'intérêt? Est-ce que cette personne est en situation de handicap et peut-être est en train de galérer elle aussi avec ça? Auquel cas, oui, je lui répondrai en privé, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Après, voilà, quand les gens me disent, non, mais c'est pas méchant, c'est juste de la curiosité. Tu vois, c'est de la curiosité. Ta curiosité, tu vas l'assouvir sur Google. Tu parles de curiosité, tu as l'impression que le sujet du handicap amène vraiment des questions de la part des internautes. J'en ai tous les jours. Il y a des questions qui sont très intéressantes. Il y a des questions qui n'ont pas vocation à ce que je réponde. De toute façon, j'oublie pas que il y a 10 ans, avant de me retrouver en fauteuil roulant, moi, je connaissais rien au handicap. C'était un monde qui m'était totalement inconnu. Et je me dis que forcément, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la même situation que j'étais il y a 10 ans et qui se posent des questions. Alors, on n'a pas tous l'autonomie d'aller chercher les réponses par soi-même. Il y a des gens qui ont besoin de te poser des questions et la facilité, ça va être de demander. Et justement, dans ce Ouais. contexte-là, comment les réseaux sociaux permettent-ils, selon toi, de briser les préjugés sur le handicap? C'est plus facile parce que justement, les réseaux sociaux, il y a une certaine proximité. Si tu veux, les gens vont être soit attendris, choqués, interloqués, peu importe.
mais ils vont, entre guillemets, s'attacher ou pas à une personne. Et ils vont vraiment avoir l'impression que cette personne fait partie de leur quotidien, parce que c'est le cas, hein, finalement, en partageant tous les jours, on fait partie du quotidien de certaines personnes. Et ils ont l'impression que justement, c'est plus facile de te demander à toi, c'est plus facile de venir s'interroger auprès de toi sur ce sujet, moi ou d'autres. On peut pas répondre en permanence à tout le monde, c'est pas possible, ou alors on n'aurait plus de vie. Mais si je m'étais retrouvé dans cette situation et que j'avais des gens qui peuvent m'inspirer dans des décisions ou dans des activités que je ne connais pas, pourquoi pas? Voilà, et c'est pour ça que je le fais. Toi, personnellement, tu penses que ta prise de parole, elle a contribué à changer les choses? J'ai pas envie de m'auto-proclamer Romain qui a changé le regard des gens. Non, en fait, je laisse les gens juger partie de ce que je fais. Voilà, moi, je continue à le faire parce que ça me plaît de le faire. Et j'ai des retours en ce sens qui me disent que voilà, je leur fais du bien, que je leur ai apporté quelque chose. Et c'est tant mieux. Quand je lis ça, moi, je suis heureux comme tout parce que je le fais pour ça aussi. Voilà. Après, c'est sûr que je suis content, il y a pas longtemps, d'avoir pu poser pour une marque de vêtements et me dire que ça y est, il y a quelqu'un en fauteuil roulant qui est vraiment en fauteuil roulant. Tu vois, on n'a pas pris un mannequin qu'on a mis dans un fauteuil. On a pris une vraie personne en situation de handicap et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que je sais qu'il y a Théo Curin qui a carrément sorti une capsule à son nom, à son effigie sur une grande marque française. Et quand je vois ce genre de choses, mais je suis content. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que les personnes en situation de handicap soient vraiment inclus comme tout le monde en tant que spectateur, tu vois, mais aussi en tant qu'acteur désormais. Oui. Et est-ce que tu penses qu'à l'échelle politique, ta parole aussi peut peser en fait dans les débats autour de l'accessibilité, autour de la place des personnes en situation de handicap dans la société? Alors, je vais être honnête, je ne fais pas de politique pour l'instant. Je sais pas de quoi demain est fait, donc j'ai pas envie de m'avancer. Il y en a qui le font pour nous. Malheureusement, c'est vrai que ça avance pas à la vitesse où on voudrait. Donc, c'est vrai que je l'ai toujours dit, si je peux apporter mon expertise, mon expérience surtout en tant que personne handicapée, je le ferai. Maintenant, j'avoue que le peu d'expérience que j'ai eu jusqu'à présent, j'ai été extrêmement déçu. J'ai eu deux expériences. La première, j'avais été invité à l'Élysée pour une conférence sur le handicap. Quand j'ai vu le peu de considération, parce que rendez-vous à 8 heures du matin à l'Élysée, ok, je suis pas de Paris, donc il fallait que je vienne la veille, il fallait que je paye l'hôtel par mes propres moyens. Et en fait, j'ai juste eu l'impression d'avoir été invité pour la visibilité qu'on a sur les réseaux. Et la deuxième, elle est récente. On avait été invité par Madame Cluzel en fin de mandat, 3 semaines ou 4 semaines avant les élections. On était beaucoup de personnes en situation de handicap présentes sur les réseaux sociaux. Très honnêtement, on a eu des échanges. Il était ressorti un groupe WhatsApp derrière pour parler, évoquer des choses. Et j'ai juste eu l'impression d'avoir été invité pour faire bien avant les élections. Voilà, parce qu'il n'y a rien qu'à bouger. Et moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Écoutez, moi, je comprends pas. Vous avez eu 5 ans pour nous inviter. Pourquoi on est invité 3 semaines avant les élections? Est-ce que Et est-ce c'est que tu juste avais obtenu une réponse quand tu as posé cette question-là? Absolument pas. Bien sûr Non. que non. Si, parce que beaucoup de boulot, pas le temps de le faire avant. Des paroles qui m'ont pas satisfait. Pareil, on avait posé des questions sur l'accessibilité, sur plein de choses et j'ai pas eu de réponse satisfaisante pendant cet échange. C'est dommage parce que c'est les seuls retours que j'ai pour l'instant. Voilà. J'ai déjà contacté les hommes politiques par les voies officielles, par les mails, par les courriers, mais t'as pas de réponse. Quand tu interpelles sur les réseaux sociaux sur quelque chose qui va pas, sur une situation en filmant ce qui va pas, là, c'est bizarre. Tout se résout beaucoup plus vite, où on a des contacts beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas grave. Je continue à le faire. Je pense que si tout le monde fait à son échelle, on va pouvoir faire avancer les choses. De manière générale, tu dirais que c'est plutôt la bienveillance qui règne quand même dans ta communauté? J'ai très peu de ce qu'on appelle les haters, hein, des gens qui vont être tout le temps en train de te démonter, d'être désagréables. Voilà, moi, j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment une très bonne communauté. Et ça, c'est important. Il y a toujours des gens qui seront désagréables, il y a toujours des gens qui t'aimeront pas, c'est normal. On peut pas faire l'unanimité. Puis plaire à tout le monde, comme on dit, c'est plaire à n'importe qui. Donc voilà, je sais que j'ai des gens qui m'apprécient pas, j'ai des gens qui sont pas d'accord avec ce que je pense, avec ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est aujourd'hui, moi j'ai appris à vivre avec. J'ai appris que on a le droit d'être critiqué. Il faut encaisser. C'est pas toujours facile d'encaisser, mais il faut le faire
parce que faut se rendre compte que pour peut-être 2 ou 3% de commentaires négatifs, à côté, tu en as 97-98% qui sont Mm. positifs. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien d'influenceur? C'est un quotidien où je m'ennuie pas. Voilà, moi je suis très content de ce que je fais. Donc j'ai mon boulot chez les sapeurs-pompiers et puis dès que j'ai fini le boulot, je m'occupe de ma fille et puis quand j'ai fini de m'occuper de ma fille, je fais les réseaux. C'est-à-dire que je crée des vidéos, je réfléchis à ce que je peux faire quand j'ai des idées de vidéos YouTube et comment je vais organiser mon emploi du temps. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et c'est vrai que les réseaux m'ont apporté un truc qui est incroyable, c'est que j'ai l'opportunité maintenant de voyager, d'aller faire des événements, d'aller rencontrer des entreprises, d'aller rencontrer des écoles pour parler du handicap. Par contre, c'est vrai que les gens s'en rendent peut-être pas toujours compte, mais c'est énormément de boulot, c'est énormément de temps et d'investissement pour tout ça. Oui, c'est important que tu le rappelles parce que c'est vrai que derrière un écran, on ne se rend pas toujours compte de l'aspect chronophage en fait des réseaux sociaux. On imagine bien que ton emploi du temps semble bien chargé. Alors du coup, il y a eu l'écriture d'un livre, l'apparition, je crois, dans un clip Mmh. d'un célèbre chanteur, un saut à l'élastique en Oui. fauteuil. Toutes ces nouvelles expériences, c'est ton moteur? Clairement, mon moteur à la base, hein, ça a toujours été ma fille au départ. Quand j'ai eu mon accident, ça a été mon moteur pour me dire, voilà, tu es handicapé, mais tu as une fille et ta fille, elle en a rien à faire que tu sois en fauteuil roulant. Ta fille, elle a besoin d'un père et elle n'en aura rien à faire de tout ça. Donc, il faut que tu sois présent pour elle. Au tout départ, ça a été ça. Ça l'est toujours au quotidien parce que elle grandit et en grandissant, moi, je repousse tous les jours mes limites pour me dire, sois un père comme tout le monde, sois un parent comme tout le monde. Ta fille, elle a envie de faire les activités, elle a envie de croquer la vie à pleines dents comme toi et j'ai pas envie que le handicap soit un frein à tout ça. Heu et ça m'a permis en fait d'extrapoler sur moi-même et de me dire: «Mais attends, tu repousses tes limites pour ta fille, mais repousse tes limites pour toi aussi». Et très clairement, moi, voilà, tous les jours maintenant, je me dis: «Qu'est-ce que j'aimerais faire, que j'ai pas encore fait ou qu'est-ce que j'ai déjà fait, que j'ai envie de refaire?» Et ça se passe comme ça, en fait. Et même si parfois c'est un petit peu compliqué et j'essaye de trouver par moi-même ou avec d'autres ou avec des associations qui existent, les moyens de réaliser ce que j'ai envie de faire malgré le handicap. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé à là, à faire, comme tu disais, un livre, un clip, et moi j'ai envie de dire aux gens: à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, que ça vous plaît ou que vous pensez que vous allez prendre du plaisir, faites-le. Après, peu importe ce qui arrivera, peut-être ça sera une déception, mais ça sera peut-être surtout, à mon avis, une réussite et voilà, Et uniquement. parmi toutes ces superbes expériences, c'est quoi ton défi le plus Ouais. fou? En fait, j'ai pas un truc en particulier parce que ça m'a apporté différentes choses. Écrire le livre, ça a été une expérience incroyable. Tu vois, par exemple, je l'ai coécrit avec Anne Leblay, une ghostwriter, hein, quelqu'un qui a écrit pour moi. Donc, je lui ai raconté, je lui ai dit ce que je voulais. Et elle a écrit parce que pour moi, c'était plus compliqué de tenir un crayon ou de taper sur un écran d'ordinateur. Mais voilà, ça a été une expérience incroyable, humainement et surtout sur moi-même. Et après, oui, effectivement, il y a des expériences incroyables comme le saut à l'élastique. C'était au niveau adrénaline, voilà, je pourrais pas faire mieux. Je viens de faire un saut en parachute là, il y a quelques jours. C'est pareil, c'était fou quoi de le faire. J'ai participé à des films en tant que figurant. Voilà, je sais que maintenant j'ai envie de participer à un film en tant qu'acteur parce que je ressens que c'est ce que j'aime faire et que j'ai envie de le faire. Et du coup, voilà, on va pousser pour y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres projets à court ou moyen terme, au-delà du fait que tu participes à des films? Non, alors je participe pas, hein, ça a Enfin, été si tu j'ai fait participes des en tant que castings figurant, dernièrement, ouais. mais ah oui, oui. Oui, oui. Là, j'ai fait des castings dernièrement, mais des trucs qui ont pas forcément marché, mais voilà, à court terme, non, parce que en fait, j'ai toujours gardé en tête maintenant que j'ai pas envie non plus de forcer les choses. Je laisse les choses venir à moi-même, même s'il y en a certaines où effectivement je force un petit peu le destin, hein, parce que effectivement un film ça tombe pas du ciel, hein, donc si tu fais pas de casting, ça marche pas. Voilà, après à long terme, il y a un deuxième livre très certainement qui verra le jour, parce que ça a été, plus que demandé par tout le monde, mais j'ai pas envie de me précipiter. J'ai envie de réfléchir à ce que je vais faire et ce que je vais écrire dans ce deuxième livre. Mais voilà, ça viendra, ça sera un autre projet qui viendra plus tard.
Mais par contre, pour toi, en parallèle, c'est important de continuer à avoir un métier au-delà des réseaux sociaux, au-delà de tes expériences voilà, dans les clips, Mm. les films, etc. C'est vraiment important de continuer à être pompier pour toi. Oui, parce qu'en fait, j'oublie pas d'où je viens. C'est ma passion depuis que j'ai 12 ans et j'aime ce que je fais. Alors, effectivement, hein, c'est pas toujours facile quand tu as fait 2 jours d'un week-end extraordinaire, que tu as fait des trucs de malade ou que tu as été dans un super événement et que le lundi, tu retournes au bureau et que tu es enfermé entre quatre murs. Mais j'aime bien parce que ça me permet de garder alors les pieds sur terre. Hein, je dis toujours, hein, pas les pieds sur terre, c'est les pieds sur la palette du fauteuil. Les roues sur Mais terre. ouais, c'est ça. Mais ça me permet quand même de garder ce petit contact avec la réalité, la vraie vie, parce que les réseaux sociaux, ça s'emballe très très vite, mais ça retombe très très vite aussi. Et des fois, la chute, elle fait mal un petit peu. Puis je garde mes collègues, je garde mes contacts tous les jours. Je sais pas de quoi demain est fait, hein. Peut-être que ça sera pas jusqu'à la retraite, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Mais aujourd'hui, non, je suis trop bien dans ce que je fais, dans mon travail aussi. Place maintenant aux questions signatures de ce podcast. Cassandre, à toi le micro. Alors Romain, quelle est la gaffe que l'on te fait le plus sur ton handicap? Ce qui me fait bondir, c'est qu'en fait, dès l'instant qu'on quitte quelqu'un en fauteuil roulant, on lui dit toujours bon courage. Et je me dis toujours, mais pourquoi j'ai besoin de plus de courage que toi, en fait? Ma journée va être comme toi, y a pas de souci, hein. Ok. Alors maintenant, un autre registre, c'est quoi la musique qui te rebooste en cas de coup de mou? J'ai pas une chanson en particulier. Moi, je suis assez ouvert au niveau musique, j'aime bien tout. En ce moment, une musique qui me plaît bien et qui booste pas mal, c'est Farruko, c'est Pépas. Voilà. Ok. Un autre défi maintenant, c'est quoi ta différence, ton atout majeur? Tu as 1 minute, top chrono, influence-moi. Le handicap m'a apporté une chose, que maintenant j'apprécie vraiment chaque petit moment, chaque petit instant. Là où avant, je me rendais pas compte de la saveur que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, vraiment, je sais qu'à tout moment, la vie peut me l'enlever ou il y a des choses que je peux plus faire ou que je suis obligé de faire différemment et je m'en rendais peut-être pas compte avant. Voilà ce que ça m'a apporté. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager ton mantra, la phrase qui te fait avancer? J'en ai plusieurs des phrases, mais si je devais en donner une aujourd'hui, ce serait vraiment les seules limites que l'on a sont celles que l'on s'impose. Quand j'étais à l'hôpital, il y a des médecins qui m'ont dit voilà, vous êtes tétraplégique, c'est 6, c'est 7, vous ne pourrez plus faire telle chose, telle chose, telle chose. Et dès l'instant qu'on m'a dit que je pouvais plus les faire, j'avais qu'une envie, c'était leur montrer qu'ils avaient tort. La seule personne qui a le droit de diriger, c'est soi-même. Vous êtes le capitaine du navire de votre vie et c'est vous qui tenez le gouvernail. Voilà. Alors même si la mer secoue dans tous les sens, c'est toi qui diriges le bateau, donc c'est toi qui l'emmènes où tu veux. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci Romain pour cette interview qui s'est déroulée comme sur des roulettes. Si vous voulez suivre ses aventures, rendez-vous sur sa page Instagram, sur TikTok ou sur sa chaîne YouTube en tapant Roro le costaud. Pour aller plus loin, on vous invite à vous procurer son livre Et pourtant ça roule aux éditions du Rocher. Un ouvrage sans filtre sur le handicap, ses contraintes, ses préjugés et sur ses petites et grandes victoires. À bientôt Romain pour de nouvelles confidences musclées. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret pour handicap.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre Influence-moi. En attendant, pour découvrir ou redécouvrir tous les autres épisodes, rendez-vous sur handicap.fr. À bientôt!